Aujourd'hui, nous recevons une thérapeute et écrivaine, Anne-Laure Buffet. Comment vas-tu, Anne-Laure? Bien, très bien, merci. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir. Anne-Laure, qui est Anne-Laure? Qui suis-je? Je suis thérapeute, je suis écrivaine, je suis conférencière, je suis à l'écoute beaucoup de personnes qui ont vécu des souffrances intrafamiliales, souvent d'ordre psychologique. Après, il y a les souffrances physiques, les souffrances sexuelles, mais en priorité ou en premier lieu, les souffrances psychologiques. Et thérapeute, ça fait longtemps ou... Ça fait une dizaine d'années maintenant. À l'origine, je suis juriste. Alors, si on reprend toute mon histoire, quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Et puis, je voulais être juge des enfants. Et puis, j'ai un oncle qui était juge et qui m'a dit, juge des enfants, il faut être extrêmement solide parce que c'est extrêmement violent. Donc là, je me suis dit, oh là là, non, pas tant de violence dans ma vie, mais le droit m'intéressait quand même. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allée vers l'archéologie? Je ne sais pas. Mais en revanche, j'ai fait des études de droit. Et puis plus j'en faisais, plus je m'intéressais au droit privé. Plus je m'intéressais au droit privé, plus je m'intéressais au droit de la famille. Plus je m'intéressais au droit de la famille, plus je me suis mariée. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, finalement, je ne vais pas imposer à mes enfants de vivre ce que j'ai vu, en tout cas de manière théorique dans mes études. Et donc j'ai décidé de ne pas travailler. Pour m'occuper de mes enfants, en tout cas tant qu'ils étaient petits. La vie a fait que leur père et moi, on s'est séparés, ils étaient encore petits. Donc j'ai repris une vie de quelqu'un qui doit quand même travailler à un moment. J'ai repris des formations et je me suis orientée vers la psychologie. Et pourquoi la psy et pas le droit? Parce que de ce que j'avais observé dans plein de situations autour de moi, la justice, je ne vais pas dire que la justice est injuste, mais la justice ne permet pas forcément, dans des situations où il y a de la violence, de soulager, de soutenir, d'accompagner les personnes, et surtout les enfants qui sont victimes de ces violences-là. Et puis c'est un travail de longue haleine, et donc j'ai repris version thérapeute et pas version juriste, une activité professionnelle, en espérant pouvoir accompagner, soutenir ou soulager des personnes qui sont en difficulté. Et il y a maintenant, on est en 2021, donc il y a maintenant 8 ans, un jour où j'étais agacée, très malheureuse d'entendre beaucoup d'histoires avec des grandes violences d'ordre psychologique, j'ai décidé d'ouvrir un blog. Donc avec mon petit ordinateur, petit bureau, j'ai commencé à ouvrir, à mettre 1 page, 2 pages, 3 pages, à raconter des histoires véridiques, des histoires de violence, à dire un peu ce que c'était, à essayer de faire un peu la part des choses aussi entre le monstre, le bourreau et puis l'homme jaloux. Et là, une petite question, je te coupe. Alors l'envie, la plume d'écrire, c'était bien avant d'être thérapeute? Ah ouais, mais ça, c'est depuis que je suis toute petite. D'accord. Ah, D'accord. Je gribouillais en pensant que j'écrivais des histoires. Donc, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, écrire pour un blog, c'était facile. Enfin, c'était naturel pour moi. Mais ce qui n'a pas été naturel et ce qui a été extrêmement surprenant, c'est de voir très vite tous les retours sur le blog de personnes m'écrivant, me disant, mais alors, si ce que vous dites existe, c'est que je ne suis pas folle ou que je ne suis pas fou, c'est que peut-être je pourrais souffrir de violence, c'est que peut-être chez moi ça ne va pas, et puis voilà, puis c'était 1, 2, 3, 10, et puis tant de personnes aujourd'hui qui me contactent pour être accompagnées pendant un certain temps, pour essayer de sortir d'une situation où il y a de la violence psychologique, où elles ressentent une violence psychologique. Alors après... on va dire objectivement, avec des degrés divers, avec des causes diverses, avec des manières d'expression de la violence diverses. Mais en tout cas, elles se sentent, elles, suffisamment affaiblies, suffisamment en difficulté à un moment pour avoir besoin d'un soutien et puis traverser cette épreuve-là. Et thérapeute, il y a plusieurs façons de travailler dans la thérapie. Quelle est la tienne? Il y a beaucoup d'écoles en thérapie. Il y a beaucoup d'écoles.
si on devait, ça prendrait des heures que tout expliquer. On va dire que dans les thérapies plus ou moins liées à tout ce qu'on appelle le développement personnel, ou les thérapies brèves, ou les thérapies comportementales, il y a tout le courant systémique, il y a tout le courant de l'analyse transactionnelle, il y a la gestalt, mais ça, la gestalt, je ne pratique pas du tout. Et il y a, entre autres, une pratique qui s'appelle l'approche centrée sur la personne. Et je vais pas dire que j'ai fait ma sauce de tout ça, mais c'est en m'appuyant sur ces connaissances-là, sur ces approches-là, sur le plan théorique, que je vais à la rencontre des personnes qui viennent me voir. C'est-à-dire que je reçois des personnes, je ne reçois pas des dossiers. Et j'essaye le plus possible d'être dans l'écoute complète, donc d'être à chaque fois dans une adaptation complète par rapport à ce que demande la personne. Alors bien évidemment, on a des principes, des théories psychologiques, on a des connaissances, mais je pars du principe que ce que m'apporte la personne, quoi que ce soit, est vrai. C'est parce que c'est sa vérité à ce moment-là. Après, c'est peut-être une vérité qu'il va falloir transformer, recadrer, lui réapprendre à la formuler autrement, à la ressentir autrement, donc à la vivre autrement. Mais au moment où elle arrive en thérapie, c'est sa vérité. Après, il est certain que pour certaines personnes, et on va dire que c'est une part minime, mais il y a certaines personnes où c'est plus simplement de l'ordre de la souffrance, c'est de l'ordre de la pathologie. Dans ce cas-là, il faut savoir les orienter vers des médecins. Et ça, je le fais, enfin, j'oriente. Mais quand une personne arrive avec une souffrance et qu'elle expose sa situation, il faut vraiment savoir la recevoir avec ce qu'elle apporte à ce moment-là pour pouvoir l'aider à sortir de sa souffrance. Si on essaye de lui coller une étiquette de c'est tel schéma, c'est tel processus, c'est tel paradigme, en fait, on continue de l'enfermer. Et les personnes qui vont chez un thérapeute, quel que soit le thérapeute, comme elles sont en difficulté, et justement, en plus, quand on travaille sur la violence, il faut faire attention à ça. Involontairement, elles vont se soumettre très facilement à la parole qu'on leur apporte. Donc, si on essaye de caler sur elles ou de coller sur elles des schémas, d'une certaine manière, et même en étant bienveillant, on va les mettre sous emprise. Donc, on veut les faire sortir d'emprise et elles se mettent elles-mêmes, ou on contribue à les maintenir dans une autre emprise, certes bienveillante, mais on ne les aide pas du tout. Alors pour moi, moi je dis vraiment que tu es une vraie kintsugi. Et souvent les kintsugi, ils mènent un combat. Alors moi, j'ai lu un de tes livres. Et bon voilà, à chaque fois que tu poses ta plume pour écrire quelque chose, c'est vraiment un combat. Je sens que c'est un combat. Voilà, tu dénonces quelque chose, tu as envie qu'il y ait des choses qui aillent mieux. Et c'est quelque chose qui représente pour toi, c'est devenu toute ta vie. Et en plus, thérapeute, tu peux nous en dire un peu plus ? De l'écriture ? Voilà, de l'écriture. Ça peut être curieux de dire ça parce que là on est en train de parler, mais je trouve que ce que l'on transmet à l'écrit est pas plus fort que ce que l'on transmet par la parole, mais ça s'inscrit beaucoup plus longtemps dans l'esprit de la personne. C'est vrai que c'est un travail, l'écriture, indéniablement, c'est un travail. Mais c'est un vrai plaisir que de se dire aussi, au moment où je vais être lue, je souhaite que la personne qui va me lire, à la fois la lecture pour elle soit fluide et à la fois, pas dans tous les mots bien évidemment, ni dans toutes les pages, mais il y ait quelque chose à un moment qui fasse écho en elle, et qui lui permettent à elle de se l'approprier et de le retraduire tel qu'elle veut l'entendre, mais de le retraduire pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir déclencher un autre moteur en elle, pour retrouver une confiance qu'elle n'a pas ou plus, pour motiver, pour remotiver en fait tout cet élan vital qu'on a tous. On a tous un élan vital, mais pour plein de raisons, il peut être écrasé, amoindri, on a l'impression qu'il est à tout jamais disparu. Pour pouvoir leur redonner un élan, et en même temps en essayant de m'éloigner d'une pensée trop positiviste. Aujourd'hui, on est dans le bien-être à longueur de temps. Je vais en parler justement. C'est le livre Au secours, je veux bien. Halte à la tyrannie du bonheur, accepter d'aller mal pour mieux rebondir. Et ça, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, justement,
en ce moment avec les réseaux sociaux, la société d'aujourd'hui, voilà, on va bien, on va bien. Est-ce qu'on va vraiment bien? Ah non, je pense, enfin non. Non, oui, non. Je pense qu'on va. C'est très clair ce que je viens de dire. Je pense qu'on va super mal. Je pense qu'on va vraiment mal. Et je pense qu'on va vraiment mal parce qu'à force de nous dire, mais comme dirait une maman trop protectrice de ses enfants, donc finalement qui les aide pas, de dire qu'elle est là et que tout va bien aller, que ça va bien se passer, qu'on est tous très gentils, hein, en fait, on est enfermés dans des injonctions où il faut aller bien, il faut être gentil, il faut être souriant, mais il faut être beau. Alors, c'est super paradoxal. On nous dit libérez-vous de l'image, on est contraint toutes les 2 secondes par l'image. On nous dit libérez-vous des injonctions esthétiques, on est nourri à l'injonction esthétique. On nous dit libérez-vous des contraintes liées au climat, à l'écologie, etc. On ne nous met que ça dans la tête. C'est-à-dire qu'en gros, si aujourd'hui on n'est pas hyper écolo, hyper permaculture, hyper bio, c'est qu'on est hyper toxique. Il y a un moment, on ne peut pas fonctionner, l'être humain, le cerveau humain et l'émotion humaine ne peuvent pas fonctionner si c'est à chaque fois je t'impose ce qui va te permettre d'aller bien. C'est-à-dire qu'on ne nous laisse plus être. On nous dit pour aller bien, il faut faire ça et je t'impose d'aller bien. Et quelqu'un qui va dire oui, mais moi en fait dans tout ça je me reconnais pas. C'est-à-dire qu'en fait c'est peut-être très mal, mais moi ce que j'aime c'est boire mon coup de rouge le soir, c'est fumer ma clope et c'est rester enfermé chez moi à regarder la télé ou lire des bouquins. Je dis pas qu'il faut pas comprendre pourquoi cette personne est comme ça, parce que ça révèle autre chose. Mais il faut peut-être la laisser être comme ça pour pouvoir lui permettre de passer à autre chose. Si on lui répète à longueur de temps c'est pas comme ça qu'on va bien, alors que tu pourrais aller bien, finalement la seule chose qu'on lui propose c'est pas d'aller mieux, c'est pas de comprendre pourquoi elle est dans cet enfermement et elle pourrait aller mieux. C'est de lui dire tu fais pas bien. De masquer. Ouais. Et puis de lui dire tu fais pas bien. C'est vraiment pas bien ce que tu fais. Et c'est faire comme avec les enfants, de dire, d'être tout le temps là à se vouloir hyper bienveillant, donc hyper infantilisant, en disant j'ai toutes les solutions, je te donne toutes les solutions, tu peux toutes les prendre. Si après tu te sens pas mieux, c'est de ta faute. Donc c'est à la fois je te propose tout et je te punis. Je te donne tout, c'est de ta faute si ça marche pas, mais tu dois aller bien. On est tout le temps balancé dans des injonctions qui sont complètement paradoxales. Donc non, on peut pas aller bien aujourd'hui si on écoute ce qu'on nous renvoie. On peut aller bien si on se dit oui, j'ai tant et tant et tant et tant de possibilités dans ma vie. Et je me donne le droit de décider ce que j'en fais. Je ne suis pas obligée de, faire du sport. Je ne suis pas obligée d'aimer manger bio. Je ne suis pas obligée d'adorer les animaux. Je ne suis pas obligée d'aimer les voyages. Je suis pas obligée. Si je le fais, pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je peux transmettre aux autres? Et si je le fais simplement parce que je crois que je le fais bien, finalement, je reste obsédée par l'idée de on m'a dit de faire du sport, donc je vais aller m'acheter les baskets qui vont bien, la tenue qui va bien, le truc pour le smartphone pour pouvoir vérifier que j'ai bien fait mes 15 bornes par jour, et puis vérifier que j'ai bien fait mes 15 bornes, et puis je stresse à l'idée de ne pas faire comme les autres pensent qu'il faudrait que je fasse. Et je retombe dans en fait le je vais mal. C'est excessif, quoi. Voilà, si on veut courir, on va courir. Et si on veut pas courir parce qu'on préfère simplement méditer chez soi, on médite chez soi. Puis voilà. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote d'un déclic? Parce qu'on a toujours des déclics. Voilà, moi, je vois par rapport à mon parcours, un chemin que j'ai dû prendre ou pas prendre, peu importe. Mais un déclic... voilà, quand tout à l'heure on a parlé de résilience, et qu'est-ce que la vraie résilience? Et parce qu'aujourd'hui, pareil, comme le bonheur, la résilience, on en parle à tout va, et en fait, là, ça aussi, je vais te laisser en parler. Mais d'abord, de me raconter une petite anecdote vraiment que tu as à nous partager. En fait, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ce blog. Où quand je l'ai commencé, c'était pas du tout dans l'idée c'était dans l'idée d'écrire, donc de mettre par écrit des compréhensions que j'avais ou des
des visions que j'avais par rapport à tout ce qu'on dit sur la violence psychologique. Alors, il faut savoir que je l'ai ouvert donc en début 2013, donc ça fait plus de 8 ans. Et ce qu'on disait sur la violence psychologique, sur le pervers narcissique, c'est pas du tout en 8 ans, c'est complètement fou la manière dont les sujets ont été transformés et vulgarisés. Mais je voulais vraiment en parler, essayer de partager des connaissances avec les personnes qui liraient le blog, mais sans me dire ça va être un combat. Ça faisait partie de mon envie et je pense de mon besoin d'aider certaines personnes. Parce que je sais bien qu'en principe, quand on est thérapeute, on n'est pas dans l'aide ni dans l'accompagnement, c'est autre chose. Mais bon, indéniablement, on aide, hein, donc faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Mais c'était vraiment me dire, voilà, je vais essayer de construire une réflexion en la posant petit à petit. Et ce qui s'est passé sur ce blog-là, c'est qu'un jour, mais ça faisait 2 mois que je l'avais ouvert, je cherchais des trucs sur YouTube, des vidéos, et je tombe sur une vidéo qui s'appelle Fred et Marie, qui dure 5 minutes, qui est une vidéo faite par le gouvernement belge, et où Fred est un pervers narcissique ou décrit comme tel, et Marie, sa femme, est écrasée. Et en 5 minutes, il y a un résumé de ce que fait la violence psychologique sur une personne victime de cette violence-là. Et je me dis, bon, ça c'est une chouette illustration, très bien. Ce jour-là, je ne savais pas quoi écrire. Hop, je le mets sur le blog, c'est super, je suis très contente de moi et je vais me coucher. Et puis 2 jours après, je regarde un peu les statistiques de mon blog pour voir quels articles étaient lus. Et là, le blog était vraiment récent, donc j'avais, on va dire, peut-être 1500 vues par jour, ce qui est déjà beaucoup. Beaucoup. Bien sûr. Mais c'est pas extraordinaire. Et là, je regarde les stats et je vois 169 000 vues. Wow. Je me dis, bon, il doit me manquer 2-3 cafés. Je vais éteindre tout, je vais me prendre mon café, je vais relire les stats après. Je relis les stats, c'était monté à 175 000. Je dis, ça doit être WordPress qui débloque. Je pars faire autre chose. Et là, je vois passer dans les annonces, les actus sur Internet, sur Konbini, le nom de mon blog, avec un buzz sur le blog. Donc je vois le nom de mon blog et le lien avec la vidéo de Fred et Marie. Je me dis, ça c'est quand même très très bizarre. Donc j'ouvre le lien de Konbini et je vois qu'effectivement, il disait que le blog CVP, je raconterai après l'histoire de ce blog si tu veux, le blog CVP contre la violence psychologique a diffusé cette vidéo qui a été vue en une journée, enfin en 24 heures, 180 000 fois. J'ai eu un très beau courrier du gouvernement belge avec les beaux tampons, je suis très fière. Mais surtout, au-delà des personnes qui m'écrivaient en disant je suis pas folle, je suis pas fou, ce que je ressens ça arrive vraiment, j'ai peut-être besoin d'aide mais je suis dans une situation compliquée, je me suis dit là il y a quand même un truc qui est assez effrayant, qui est affolant, c'est que ce qui me semble être une évidence qu'il peut y avoir de la violence, en fait, on le sait, mais chut, on le tait. On le sait et on le tait en même temps. Et en fait, toutes ces personnes qui sont dans des grandes difficultés, elles n'ont pas de lieu d'écoute ou pas assez, parce que même s'il existe des lieux d'écoute, pareil, on le tait, on ne communique pas, il faut aller chercher vraiment l'information, il faut aller chercher les lieux, il faut faire des démarches compliquées pour savoir à qui s'adresser quand on est en souffrance. Ce que j'ai trouvé totalement aberrant. Donc j'ai dit, si dans ma vie j'ai une chose à faire, j'en ai pas qu'une, mais si j'ai vraiment une chose à faire, c'est participer à ce travail-là, d'aller vers les gens en difficulté et pas de les laisser, eux, être enfermés chez eux. Faut ouvrir des canaux, il faut ouvrir des voies pour qu'ils sachent que quelque part, il y a des mains tendues, moi et tant d'autres aujourd'hui, mais qu'il y a des mains tendues, qu'il y a des endroits de parole, il y a des endroits d'écoute, il y a des espaces où on va les croire, où on va peut-être leur dire ce que vous ressentez et la réalité ne sont pas vraiment concordantes, mais en tout cas, on vous entend. Et on peut vous aider, on peut vous accompagner, on peut vous proposer quelques solutions, pas toutes, mais voilà, c'était participer à ce mouvement-là. Alors, c'est vrai que j'ai une âme à la fois très combative et je ne suis pas une militante dans l'âme.
Et je ne suis pas un porte-drapeau, je ne me vois pas en tête de gondole. Et c'est pas que j'aime bien travailler dans l'ombre, mais ça correspond plus à ma personnalité. Mais je crois qu'il peut y avoir des personnes qui sont devant et d'autres qui sont derrière et qu'on participe d'un mouvement commun. Mais moi, je voulais y participer comme ça en disant si moi, ma capacité, c'est dans l'écriture, je sais que je sais écrire. Ça fait prétentieux de le dire, mais j'ai l'écriture facile. Non, ça fait pas prétentieux. Hein. Tu sais écrire, Anne. Alors, tu sais écrire. J'aime ça. Je sais que j'aime parler dans le sens, j'aime transmettre des choses, que j'aime raconter des histoires. Je me dis, si je m'appuie sur ce que je sais faire et ce que j'aime faire pour pouvoir participer à un mouvement où il y en a d'autres qui seront beaucoup plus médiatisés, à raison. Mais chacun, en fait, on fait le même travail. Si ça peut aider une, puis deux, puis tant de personnes à trouver une autre direction dans leur vie, mais une direction qui est plus en concordance avec ce qu'elles sont et surtout qui est beaucoup plus humaine, il faut rentrer dans ce mouvement-là. Alors c'est vrai qu'il y a certains soirs où c'est lourd de se dire... Là, on a beaucoup parlé de pédocriminalité ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'inceste et de se dire, il y a tout ce que les médias renvoient et puis il y a la réalité, il y a le terrain. Et quand on est sur le terrain tous les jours, c'est lourd, c'est lourd. Les histoires, elles sont lourdes, il faut avoir le cœur accroché. Bon. Et puis, il y a une personne, il y en a toujours une, au moins une par semaine, qui va appeler ou écrire en disant voilà, j'ai entrepris toutes les démarches, je m'en suis sortie, maintenant ça va, maintenant je fais ça. Et pour cette personne-là, le lendemain, on y retourne. Parce qu'il y en aura une autre et il y en aura une autre. Sûr. Mais cette personne-là, elle va transmettre à tant d'autres personnes. En fait, on est comme des fourmis, quoi. C'est pas nous en tant que fourmis ce que l'on fait qui compte. C'est le fait qu'on ait une fourmi qui va donner à une autre fourmi et puis que tout ça, dans la fourmilière, on espère que ça puisse apporter du plus beau, du plus bon dans un monde qui est quand même en ce moment très très violent, très très compliqué à vivre, je trouve. Ah, moi, en tout cas, comme tu sais, hein, j'image toujours par le kintsugi. Hein, je pense que comme encore une fois une vraie kintsugi, puis tes pétales d'or, tu essaies de les envoyer à d'autres femmes, puis peu importe, hein, que c'est à tout le monde, hein, c'est pas forcément qu'aux femmes. Aux femmes et aux hommes. Aux hommes, bien sûr, on n'en parle pas aussi, mais aux hommes aussi. Hein, les dealers. Tu sais, un jour, c'est ce que je disais, parce que en ce moment, surtout avec la nécessité d'un combat féministe, mais qui de temps en temps a tendance à partir un peu dans tous les sens et qui est pas facile à recevoir comme discours, je pense, pour beaucoup de gens. Un jour, c'est ce que je disais à une amie qui est beaucoup plus militante que moi, je lui disais, mais on parle des femmes victimes de violences, on parle du patriarcat, on parle des enfants victimes de violences, mais que je sache, on sait que des enfants victimes de violences peuvent plus tard être maltraitants ou continuer à être maltraités, mais que je sache, dans les enfants victimes de violences, il y a des garçons qui vont devenir des hommes. Exactement. Donc si tout d'un coup, parce qu'ils sont adultes, on les bascule de victimes enfants à héritiers du grand patriarcat, peut-être qu'on est en train de louper une marche. Bien sûr. Peut-être qu'on risque quand même de faire de ces personnes qui sont en instabilité des prédateurs ou des bourreaux malgré eux, et de les enfermer dans quelque chose de faux. Donc j'ai tendance à considérer que, sauf cas psychopathologique hyper grave, ce qui amène au serial killer, au psychopathe, etc., avant d'être un homme, une femme, ou aujourd'hui un non-genré, non-binaire, queer, c'est pas tellement le qualificatif qui m'intéresse, c'est avant tout on est des êtres humains. Et j'ai pas du tout envie de mener un combat. C'est pour ça que j'essaye de pas être, que je suis pas trop militante non plus. Je veux pas mener un combat uniquement pour les femmes. Je veux mener un combat pour les humains, c'est-à-dire réapprendre à chacun, aux femmes, à s'aimer en tant que femme et à se défendre en tant que femme face à ce qui est certain, une forme de patriarcat ou de machisme qui est hyper oppressif
et coercitif encore aujourd'hui, mais apprendre aux hommes à s'aimer en tant qu'hommes, et à s'aimer en tant qu'hommes en pouvant également être fragiles, comme les femmes peuvent être fragiles, aux femmes à être fortes, comme les hommes peuvent être forts. On devrait plus être en compétition. On devrait essayer d'être un peu plus solidaire dans un monde, aujourd'hui en 2021, un monde qui est économiquement, écologiquement, climatiquement, et totalement cassé, totalement bouleversé. La même équipe, en fait. C'est faire ensemble plutôt que faire les uns contre les autres. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est un peu ce que j'essaye dans les 2 derniers livres. Donc, Au secours, je vais bien, et puis un autre qui sort bientôt. C'est un peu ce que j'essaye de dire. C'est oui, il y a bien sûr des situations où, bien évidemment, les femmes sont beaucoup plus opprimées que les hommes. Je ne vais pas dire le contraire. Les enfants sont beaucoup plus opprimés de fait que, dans des familles dysfonctionnelles. Les enfants sont très opprimés et ça donnera des adultes qui seront abîmés, voire fracassés, bien évidemment. Mais si on reste sur le fracas, si on reste sur le saccage, si on reste dans un état victimaire, dans un statut victimaire, finalement, qu'est-ce qu'on s'apporte et qu'est-ce qu'on apporte à l'autre ? Et puisque Kintsugi, c'est oui, j'ai été victime de quelque chose, mais je vais chercher de l'or ailleurs. Et je vais le chercher en moi. Et puis je me réhabilite, je me répare, je me fais aider pour me réparer, je me mets de la lumière dans tout ça. Et tu nous le partages. Et surtout, nous tous, on essaye de le diffuser. Tu vois. Exactement ça. C'est ça qui est essentiel. Sinon, vivre en guerre, qu'est-ce que c'est fatigant. Alors, c'était un vrai moment de partage avec toi, voilà, ta générosité. Et voilà, tu nous as vraiment de m'avoir reçu et puis de partager ça avec les Kintsugi People. Et on a hâte de lire Tous Victimes, ton nouveau ouvrage qui sort bientôt. Il sort le 20 octobre. Le 20 octobre. Ah oui, c'est bientôt, dis donc. C'est bientôt. Ouais, il sort la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup pour ton accueil, ton partage, et puis on va continuer à te suivre. Merci. Et on te dit à très très bientôt dans Kintsugi. À très bientôt, et puis mettez de l'or. Il faut mettre de l'or. On va mettre de l'or. Ouais. Au revoir, Anne-Laure. À bientôt.